Alain Grèche, bonjour. Bonjour. Le bilan de cette guerre est passé au-dessus des 10 000 morts depuis le 7 octobre et toujours pas de trêve humanitaire. Est-ce qu'on peut espérer que ça change bientôt? Non, il semble que Israël, avec le soutien, il faut le dire, inconditionnel des Américains, mais aussi des Européens, malgré quelques déclarations sur le fait qu'il faudrait faire attention aux civils, est déterminé à continuer, sans qu'on voit d'ailleurs quelle est leur stratégie politique au-delà de la destruction de dizaines de milliers d'immeubles et d'habitations et avec la migration de pratiquement les 2 tiers de la population de Gaza qui cherche à fuir les bombardements. Donc non, on ne voit pas de fin de conflit possible. Mais encore une fois, il faut bien le dire, ce n'est pas possible parce qu'il y a ce soutien occidental et notamment américain à Israël. Depuis le 27 octobre, l'armée israélienne a démarré son incursion terrestre. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les blindés israéliens arrivent dans le territoire même de Gaza. Ils encerclent la ville de Gaza qui est devenue... il y a la bande de terrain qu'on appelle Gaza, qui est déjà toute petite, mais il y a une ville qui s'appelle Gaza, qui est totalement encerclée, dans laquelle vivent encore des dizaines de milliers de personnes. Il y a un hôpital important, Al-Shifa, qui est là et qui est bombardé régulièrement. Donc il va y avoir des combats avec sans doute encore plus de morts civiles. La question qui se pose, c'est la capacité du Hamas de résistance armée, enfin du Hamas et de ses alliés, parce qu'en fait toutes les organisations palestiniennes aujourd'hui sont dans le combat contre l'invasion israélienne. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité, non pas de s'opposer, mais d'infliger des pertes significatives à l'armée israélienne? C'est une question qui est ouverte. Les appels à la trêve humanitaire se multiplient de la part de l'ONU ou encore de l'Union européenne, mais en vain pour le moment. Que peuvent vraiment faire ces institutions dans cette guerre? D'abord, il y a une différence entre une trêve humanitaire et un cessez-le-feu. Il y a des gens qui réclament un cessez-le-feu. Je crois que les Nations Unies réclament un cessez-le-feu. Mais ces appels ont peu de chances d'être appliqués parce que, encore une fois, il n'y a aucune pression faite sur la partie qui mène les combats, c'est-à-dire Israël. Tant que les Américains et les Européens offriront un bouclier à Israël, les Nations Unies, elles sont impuissantes, comme la plupart des organisations internationales. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui ont pris des mesures un peu plus significatives. Je veux dire, la Turquie a rappelé son ambassadeur en Israël. Il y a plusieurs pays latino-américains qui ont fait la même chose, voire qui ont rompu leurs relations diplomatiques. L'aspect humanitaire maintenant, parce que l'aide humanitaire commence à rentrer dans la bande de Gaza, mais c'est encore insuffisant. À quoi on peut s'attendre pour les civils sur place, qui sont ceux qui pâtissent de ce conflit? Ça veut dire plus de civils qui meurent, à la fois parce qu'ils sont mal nourris, mais surtout parce qu'ils sont mal soignés. Les hôpitaux n'ont plus accès au fioul et donc des fois n'ont plus capacité d'opérer. Donc des gens qui normalement seraient sauvés par des interventions ne le sont pas. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un massacre d'une telle ampleur dans l'indifférence, il faut dire, de la communauté internationale. 10 000 morts, c'est énorme. Et donc là, c'est vraiment un échec de ce qu'on appelle la communauté internationale. Vous en parliez justement de l'aspect sanitaire. Encore ce lundi, il y a des ambulances qui sont sorties de la bande de Gaza vers l'Égypte pour transférer des personnes blessées dans les hôpitaux égyptiens. Est-ce que ça peut suffire d'évacuer ces personnes? Non, non, bien sûr que non. Alors bon, on ne peut que se réjouir que des gens échappent à cet enfer, que des gens puissent être soignés un peu mieux. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. S'il y a 10 000 morts, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de blessés avec des structures qui étaient déjà très, très faibles. Gaza, c'était pas un endroit où les hôpitaux fonctionnaient dans les meilleures conditions, mais après un mois de bombardements intensifs, c'est évidemment moins le cas. Il y a très peu de possibilités de soigner. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mourir faute de soins, quoi. Et en ce qui concerne l'alimentation, il y a aussi effectivement un problème parce que je crois qu'en temps normal, il y a 500 camions qui entraient à Gaza avant les combats tous les jours. Quand on atteint 100 ou 150 aujourd'hui, c'est un miracle. Donc on est très loin du compte. Et puis, il faut se dire que l'hiver arrive à Gaza, qui fait très froid, et que donc là aussi, ça va aggraver encore les conditions de vie des habitants. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a prononcé son premier discours depuis le début de la guerre vendredi dernier. Et s'adressant aux États-Unis, il a dit:
Ces navires avec lesquels vous nous menacez, nous leur avons préparé une riposte. Et à la frontière israélo-libanaise, les tensions sont de plus en plus vives. Doit-on craindre un élargissement du conflit encore plus grand? C'est une des possibilités, c'est pas la plus probable, mais c'est une des possibilités, surtout si le conflit se prolonge, si l'armée israélienne s'ensable plutôt à Gaza. C'est pas exclu, mais maintenant, ce qu'on peut retirer du discours de Nasrallah, c'est qu'il maintient une pression sur la frontière libano-israélienne, mais pas au-delà d'un certain niveau, quoi. Il l'a dit lui-même, leur action mobilise une partie de l'armée israélienne au nord, ce qui rend plus difficile évidemment de mobiliser cette armée au sud et vers Gaza. Mais pour l'instant, ça ne va pas au-delà et je crois que le Hezbollah aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, ne cherche pas un affrontement. Je ne suis pas sûr que les Iraniens le souhaitent. D'autre part, en cas d'affrontement, le Liban, qui est déjà dans un état de déliquescence économique et financière terrible, risque d'être vraiment presque rayé de la carte, je dirais. Donc, il n'y a pas une volonté de la part du Hezbollah de faire monter la tension. En ce qui concerne l'armée américaine, c'est effectivement, on n'a jamais vu un tel déploiement de forces américaines, c'est-à-dire que nous avons l'armée israélienne qui est l'armée la plus puissante de la région, qui affronte quelques milliers de miliciens et qui en plus est protégée par la plus importante armée mondiale, c'est-à-dire l'armée des Américains. Je veux dire, on est dans une situation qui devrait sembler invraisemblable à tout observateur qui arriverait sur la planète Terre et qui regarderait ce qui se passe. Et pour le futur, bon, on sait évidemment pas combien de temps cette guerre va durer, mais on se doute que ça va pas s'arrêter demain. Quelle trace ça peut laisser pour les relations diplomatiques futures, pour le futur de la région et du monde, tout simplement? Il y a déjà des conséquences. La première conséquence, c'est que la question palestinienne est revenue au centre, que tous les gens qui disaient que la Palestine c'est fini, que tout ça c'était pas très important, que ce qui était important c'est la normalisation entre Israël et ses voisins arabes, avec la perspective d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Tout ça, c'est fini. Deuxièmement, le processus de normalisation entre Israël et les pays arabes, je pense, va être freiné. Maintenant, sur la solution, si on peut dire, du conflit, c'est clair qu'on est dans une impasse totale. Quand les Occidentaux et les États-Unis parlent maintenant de dire qu'après le conflit, il faudra avancer la solution à deux États, ils oublient de dire pourquoi cette solution à deux États n'a pas été appliquée. Elle n'a pas été appliquée parce qu'Israël refuse de se retirer des territoires occupés, c'est la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, qu'Israël refuse avec l'aval des Américains et en fait des Européens aussi, qui n'ont jamais fait la moindre pression sur Israël pour qu'il se retire des territoires occupés. Donc je ne crois pas du tout qu'après cet affrontement, il y aura une nouvelle phase qui s'ouvrira. Moi, j'ai peur plutôt que le fossé entre le monde arabe et le monde occidental s'accentue, que ça alimente les groupes les plus extrémistes et les groupes djihadistes, et qui trouvent dans la position occidentale, et notamment la position européenne et française, un prétexte pour mener des actions contre les intérêts français, et européens et américains, évidemment. Alain Grech, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.